Bon, j'ai viré toute mon équipe et je l'ai remplacé par Claude Code. Il y a environ 10 jours, j'ai pris cette décision. J'avais fait grossir mon équipe. À un moment, on est monté jusqu'à 6 personnes. On est monté jusqu'à 7 000 euros de salaire par mois, de charges salariales. Là, il y a 10 jours, j'ai décidé de tout arrêter. Aujourd'hui, je suis redevenu solopreneur. Enfin, on verra un peu les nuances juste après. Mais en gros, je paye 100 euros par mois pour Claude Code et mon business tourne aussi bien qu'avant. Et donc, si on fait un petit calcul sur l'équivalent de 12 mois, 7 000 euros par mois, ça représente 84 000 euros d'économie. C'est pas négligeable. Et la vidéo que vous êtes en train de regarder, elle a été montée par une IA. Ça a été fait en moins d'une heure. Il y a pas de monteur derrière. Et donc, je vais être totalement transparent avec vous. L'argent, c'était une des raisons, mais c'était pas la seule raison. Et en fait, j'ai dû déconstruire plein de fausses croyances que j'avais parce que depuis que je me suis lancé, j'ai toujours cru que pour construire un empire, il fallait que je sois une équipe de 10, 15, 20 personnes. J'ai dû vraiment changer mes croyances à ce sujet-là parce que c'était pas comme ça que je pensais à la base. Mais en réalité, à force de faire grossir cette équipe, j'avais vraiment la sensation de m'être construit une prison dorée. Ça me demandait énormément de temps, d'énergie. Il y a même des nuits où j'en dormais pas, je faisais des insomnies, ça me rendait vraiment pas bien. Et donc dans cette vidéo, on va détruire un petit peu les croyances qu'il fallait que j'ai une énorme boîte pour pouvoir la faire scaler. Et je vais vous montrer exactement ce que Claude peut faire à la place des salariés, des personnes qui travaillent dans mon équipe. Et à la fin, je vous donnerai le framework que j'ai utilisé qui m'a permis de tout faire basculer du jour au lendemain en seulement 10 jours. Donc si vous êtes un coach, si vous êtes un formateur, si vous êtes un créateur, si vous êtes dans la même situation que moi et que vous pensez qu'il faut une équipe pour scaler, cette vidéo devrait vous faire économiser beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Je dirais que le problème de base, c'est vraiment la vision qu'on nous a vendue, qu'il faut avoir une énorme équipe pour pouvoir scaler et créer un empire. Et donc, par exemple, si je vous dis que mon business fait 50 000 euros par mois, vous allez me dire que je suis riche. Mais si je vous dis que je dépense 60 000 euros par mois de dépenses avec mon équipe, etc., est-ce que je suis vraiment riche? Est-ce que mon business est aussi performant que ce qu'il a l'air de faire sur le papier? Donc au maximum, on est monté jusqu'à 6 personnes dans l'équipe, on est monté jusqu'à 7 000 euros de salaire. Dans l'idéal, pour un business qui fait entre 0 et 250 000 euros par an, les différentes poches de revenus, ça devrait représenter 5% de profit, donc 5% que vous pouvez vous faire kiffer. 50% c'est votre salaire, donc vous mettez dans votre poche. 15%, 20% environ, c'est des taxes. Et 30%, 20 à 30%, c'est l'opérationnel. Dans le domaine de l'infopreneuriat, coaching, etc., c'est un peu moins que ces chiffres-là. Parce qu'en théorie, on peut avoir beaucoup moins de dépenses, par exemple, que si c'est une agence où il y a beaucoup d'êtres humains à gérer, etc. Et du coup, on devrait plutôt être autour des 15-20% de dépenses opérationnelles. Donc pour moi, l'opérationnel, ça comprend l'équipe, les logiciels, tous les outils qu'on utilise, etc., toutes les dépenses opérationnelles. Moi, à un moment, je me suis retrouvé, j'étais entre 80 et 90% de dépenses opérationnelles. Mon erreur, c'est que j'étais déjà 3 ou 4 fois supérieur de la norme du marché. Ça veut dire que concrètement, les premiers clients de chaque mois qui rentraient, c'était pas pour me payer ou me faire kiffer ou quoi que ce soit, c'était juste pour payer les salaires de l'équipe. Et une fois que j'avais payé toutes les dépenses opérationnelles, tous les logiciels, tous les machins, etc., à la fin, j'avais du profit qui arrivait pour moi, pour le business, pour le faire croître, etc. Mais il fallait déjà qu'il y ait plusieurs ventes avant qu'il y ait un cash flow positif. Ce qui fait qu'il y a certains mois où je me suis retrouvé avec zéro de profit. Il y a même des mois où on s'est retrouvé dans le négatif. C'était vraiment pas ouf. Le pire qui s'est passé, c'est qu'il y a un mois où j'ai dû payer les salaires de l'équipe avec mes propres économies. Donc j'ai dû prendre de mes économies pour aller payer l'équipe. Le principe que je viens de vous présenter, c'est le principe du profit first, donc c'est-à-dire le profit en premier, donc se payer en premier avant de payer les autres, etc. Donc j'ai compris un truc qu'un comptable m'avait dit et que j'aurais aimé savoir plusieurs années plus tôt. Mais un business sain, c'est un business où le profit va passer en premier. Le salaire du dirigeant va passer en deuxième, ensuite les impôts en troisième et ensuite les charges opérationnelles en dernier. Et moi j'ai fait à peu près tout l'inverse. Toutes les charges je les mettais en premier, je me dis ah ok il faut que j'optimise, que je fasse grossir mon équipe, que je prenne les meilleurs logiciels pour vraiment avoir le top du top pour pouvoir performer. Et au final, l'équipe qui devait me faire gagner plus d'argent, au final, elle ne me faisait pas forcément gagner plus d'argent. Bon, vous verrez qu'il y a deux constats. Il y a le constat Claude Code dans la vidéo et le constat équipe, mais il y a les deux éléments-là qui m'ont fait prendre conscience que ça n'allait pas. Et qu'à la fin, il me restait que des miettes pour le profit, que le business n'était pas ça en fait. Et clairement, le déclencheur, c'est que s'il n'y a pas assez d'argent pour payer les charges, et que moi je dois puiser dans mon perso pour aller payer les membres de l'équipe, ça ne va pas du tout. C'est-à-dire que le business ne peut pas se permettre de faire ces dépenses-là. Et la règle d'or, c'est profit first. Comme le nom du livre juste là. Et d'ailleurs, il y a d'autres entrepreneurs qui ont du mal avec ce principe-là, de se payer en premier. Je pense par exemple à Antoine BM. Moi, je suis devenu entrepreneur pour être libre, pour avoir le lifestyle que je voulais. Et en fait, le jour où tu te rends compte que ta boîte est devenue esclave et que tu bosses pour les autres et que toi, tu t'appauvris de mois en mois, c'est horrible. Le problème, c'était pas le chiffre d'affaires qu'on faisait. Le problème, c'était pas non plus les équipes, parce que c'était des gens qui étaient vraiment bien. Mais c'était une croyance
qu'il fallait recruter absolument en premier lieu dès le début et qu'il fallait créer la plus grosse équipe possible pour pouvoir faire scaler le business, alors qu'en fait on peut très bien s'en sortir sans. Donc non seulement le business il me payait mal, il me faisait pas on va dire gagner une tonne d'argent parce que je réinvestissais tout au fur et à mesure, mais le problème c'était plus profond que ça, c'était vraiment cette croyance sur le scaling, de croire qu'il faut, pour scaler, il faut absolument déléguer à 100%. Et que donc pour déléguer, il faut avoir une équipe. Et donc plus d'employés égale plus de revenus. Et donc si tu n'arrives pas à scaler, c'est parce que tu es ton propre goulot d'étranglement et que tu dois absolument faire grossir la taille de ton équipe pour pouvoir t'en sortir. Je vous pose la question, pourquoi est-ce qu'on nous a tous vendu que la liberté d'être entrepreneur, ça passait par le fait de recruter? Parce qu'on nous dit, bah voilà, tu recrutes et donc tu peux partir en vacances, etc. Et d'un autre côté, pourquoi est-ce que moi, qui ai pu en faire l'expérience et qui ai pu monter jusqu'à 6 personnes dans l'équipe, est-ce que je me suis jamais senti autant enfermé que lorsque j'avais cette énorme équipe, cette énorme charge mentale, mais c'est surtout une énorme charge mentale. C'est vraiment, j'avais l'impression d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête, que chaque mois, si je payais pas les salaires, en fait, je commençais le mois avec moins, entre guillemets, 7000 euros, parce qu'il faut payer d'abord les équipes avant de payer quoi que ce soit. Donc tous les mois, j'étais en mode, ok, donc là, il faut que je génère minimum 7000 euros pour ensuite me payer mon business, pour ensuite me payer moi. Et donc ça me mettait énormément de pression. Et du coup, je sentais que je prenais des décisions à la con, parce que j'étais juste en mode, il faut juste que je rembourse, que je paye au fur et à mesure. Et donc je me sentais vraiment bloqué, vraiment enfermé dans cette bulle qui faisait que je n'arrivais pas à m'en sortir en fait. Mais le truc qu'on m'avait pas dit, c'est que quand vous gérez une équipe, on croit qu'on va tout déléguer à l'équipe et que c'est bon, on est tranquille, il n'y a plus rien à gérer. Mais pas du tout en fait, il faut gérer des humains. Moi j'adore les humains, je suis passionné des humains, je suis très content de faire les coachings, je suis très content de passer du temps avec les membres de mon équipe. Mais c'est une énorme charge aussi, faut qu'on se rende compte de ça. Humainement, mentalement, c'est une expérience absolument incroyable, mais c'est très très fatigant. Et aussi, on est très très lent. C'est comme si vous avez un énorme paquebot, genre le Titanic, vous voulez aller à gauche, et ben simplement pour faire bouger cet énorme bateau, si vous changez de direction, ça va prendre peut-être des semaines, le temps que tout le monde s'aligne, etc. Alors que si vous êtes tout seul dans votre barque, hop, un coup de pagaie, et vous pouvez changer de direction. Donc il faut s'assurer que tout le monde dans l'équipe soit en mode performance, ou en tout cas avance dans la bonne direction. S'il y en a un qui a un problème, je dois gérer les problèmes de 6 personnes ou de 4 personnes, donc 4 personnalités, 4 fois plus d'émotions, 4 fois plus d'onboarding, 4 fois plus de conflits. Et en fait, il faut imaginer que c'est comme une toile d'araignée, ça multiplie à chaque fois que quelqu'un d'autre se rajoute dans la toile, ça rajoute encore plus de complexité, c'est encore plus le bordel. Et donc au lieu d'être un créateur, on devient juste un manager de ok, il faut que je vérifie que tout le monde aille bien, que tout se passe bien, etc. Pour être transparent avec vous, moi je kiffe, j'adore ce truc-là, genre je me sens bien avec ça. Mais juste, j'ai trop de trucs à gérer, la charge mentale, elle est énorme. Et en fait, à un moment, j'avais l'impression de gérer juste les problèmes des autres, de plus gérer mes propres problèmes. Si encore l'équipe, elle arrivait à générer plus de revenus que quand j'étais tout seul, ça aurait été. Sauf que pour moi, l'équipe, ça m'a pas démultiplié la taille de mon business, ça m'a juste permis d'avoir plus de temps pour moi, d'être plus chill. Sauf que ça m'a rajouté énormément de charges. Donc au début, je m'étais dit, je vais prendre une équipe pour avoir plus de temps pour moi. Sauf qu'avec toute la charge mentale et toute ce que j'avais à gérer, même si j'avais plus de temps pour moi, et ben j'étais encore plus stressé. Et donc je culpabilisais parce que comme j'avais moins de boulot, il y a des moments où je me demandais mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et du coup, il fallait que je trouve aussi des tâches pour les gens de mon équipe. Donc à chaque fois, il fallait que je réfléchisse à qu'est-ce que les autres doivent faire. Et donc moi, j'avais l'impression des fois de ne plus avoir rien à faire. Je culpabilisais parce que je savais que je voulais avancer, mais en même temps, fallait que je donne des tâches à mon équipe. Et donc du coup, je les faisais pas parce que c'était les membres de mon équipe qui les faisaient. Et donc je me sentais vraiment inutile. Et donc une des leçons de cette histoire, c'est que vous n'avez pas créé un business pour avoir de la liberté un jour dans le futur. Vous créez votre business pour vous donner de la liberté maintenant. Et c'est ça le problème profond, c'est que si votre business, il vous prend toute votre énergie, il vous bouffe, vous n'avez pas un business, vous avez juste un job mal payé, avec encore plus de risques, encore plus de pression. Donc j'avais vraiment l'impression d'être un hamster dans une roue qui fait que courir pour essayer de m'en sortir. Et donc plus je charbonnais, je courais dans ma roue pour essayer de me débloquer, pour faire avancer la situation, plus moi, genre, je me sentais vraiment compressé à essayer de m'en sortir de tous les côtés pour essayer de faire changer, de revirer le truc dans la bonne situation. Le moment où en fait ça m'a vraiment fait péter un câble, c'est le moment où justement j'ai dû lâcher, payer les salaires avec mes propres fonds personnels. Je me suis dit non mais là ça va pas. Non seulement ça me cause énormément de stress, mais en plus qui est censé me faire gagner plus d'argent, me coûte de l'argent. Parce que là en plus je dois prendre sur mon propre argent pour payer l'équipe, c'est n'importe quoi. Ça m'a fait vraiment un déclic en mode là c'est pas possible en fait. Il y a un truc qui va pas. Et donc là, j'ai pris un papier et un crayon et je me suis posé la question, c'est quoi, selon moi, la vraie définition du succès? C'est pas selon les modèles qu'on voit sur YouTube, Instagram, etc. Oui, il faut faire 100 000 euros par mois, 200 000, 500 000 euros par mois. C'est selon moi, c'est quoi ma vraie définition du succès? Qu'est-ce que je veux pour moi dans 25 ans? Là, ça a changé complètement ma manière de penser.
Je me suis dit, est-ce que je veux avoir 20-30 personnes, une équipe énorme, comme à la base j'avais anticipé? Ou est-ce que je me verrais bien avoir une toute petite équipe, mais d'avoir, je sais pas moi, au lieu d'avoir 50 membres dans mon équipe, d'avoir 50 agents IA dans mon équipe et peut-être 1 à 3 personnes, des Avengers, des gens qui sont vraiment déter, qui vont vraiment se donner à fond. Et donc pour pouvoir construire cette vision, parce que on le verra juste après comment on peut le faire avec Claude Code, il fallait d'abord que je déconstruise tout, que je revienne au principe premier de qu'est-ce qui est important dans mon business, qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'il fallait que j'arrête d'essayer d'inventer des missions pour des membres de mon équipe, alors que potentiellement, il n'y avait pas besoin d'avoir ce poste-là dans mon business. Vous savez, le piège, c'est vous faites rentrer quelqu'un dans votre équipe pour une raison, et au final, vous le gardez dans l'équipe parce que maintenant il fait partie de l'équipe, mais ce poste-là, il a changé. Et du coup, vous devez lui trouver une autre mission parce que maintenant il fait partie de l'équipe, et donc vous inventez des tâches qui ne servent à rien pour pouvoir justifier le fait que cette personne-là est dans votre équipe. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé. J'étais en train de réfléchir à inventer des tâches, etc., qui ne servaient à rien. Et donc, en virant tout le monde et en déconstruisant complètement, je reviens au principe premier. Qu'est-ce qui fait que mon business est rentable, stable, durable et qui apporte le maximum de valeur à mes clients et qui me permet de gagner le maximum d'argent en faisant le moins d'efforts possible, et donc de revenir au principe premier. Et ça, j'arrivais pas à le faire en ayant 5 personnes à gérer derrière moi. Alors que là, quand je suis tout seul, je sais que aujourd'hui, mercredi après-midi, quelle action est-ce que je vais faire qui va me rapporter le plus d'argent derrière et qui va me rapprocher le plus de mon objectif. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile à faire quand on est seul que quand on a une armée de gens qui nous attendent derrière et qui le moindre faux pas, il faut réexpliquer toute la stratégie à tout le monde. Donc pour moi, c'était plus simple de repartir sur une base saine, de virer tout le monde. Et je sais que c'était une décision très difficile, mais je pense que c'était une des meilleures décisions que j'ai prises au cours des 6 derniers mois, ça c'est sûr, mais peut-être des 2 dernières années. Et donc rien ne garantit que je resterai solopreneur toute ma vie. Peut-être que je remettrai 1 ou 2 personnes. Je pense que c'est vraiment le modèle idéal aujourd'hui avec l'IA qui arrive. Les entrepreneurs doivent s'armer de l'intelligence artificielle pour créer un exosquelette et devenir ultra puissant, ultra efficace avec 50, 100 agents derrière eux pour qu'ils puissent tout faire tout seuls. Et que à terme, s'ils deviennent ultra puissants, ultra rapides, etc., ils peuvent prendre une personne, potentiellement genre un assistant ou un bras droit dans son équipe pour pouvoir prendre en charge quelque chose pour pas être le seul chef d'orchestre qui doit tout gérer H24. Mais en tout cas, dans un premier temps, je pense que c'est bien que les entrepreneurs le fassent par eux-mêmes, que ce soit pas on essaie de déléguer, d'automatiser le maximum de choses. C'est bien quand même de tester d'abord par soi-même avant de déléguer quoi que ce soit. Pareil pour les automatisations, d'abord voir ce qui fonctionne et ensuite automatiser. Ça sert à rien d'automatiser ou de déléguer des process qui ne fonctionnent pas. Et donc il y a 10 jours à peu près, j'ai regardé mon agenda. Régulièrement comme ça, j'avais plein de réunions dans la semaine qui me cassaient les couilles. J'avais l'impression de ne pas pouvoir me concentrer, de pouvoir rentrer en mode deep work, parce que pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de mon temps sacré, c'est de pouvoir avoir 5 heures, 6 heures, parfois même 8 heures de temps sans coupure où je peux me concentrer sur un seul sujet et vraiment bombarder. Et là, j'avais des réunions régulièrement qui étaient remplies dans mon agenda, qui me cassaient les couilles. Et à chaque fois, il fallait que les gens reviennent vers moi pour me poser des questions, pour se débloquer, etc. Et si j'avais le moindre envie de pivoter la stratégie ou quoi que ce soit, ça impactait les vies de tous les gens de mon équipe et c'était super galère de devoir à chaque fois vérifier que ce soit bon, oui, on change la stratégie, donc du coup, il faut briefer tout le monde à chaque fois. J'avais l'impression d'être super lent, de ne pas pouvoir être aussi flexible, de pouvoir aller dans toutes les directions que je veux. Et donc, j'ai pris conscience que j'avais créé le truc que je fuyais, que j'avais pas du tout envie de faire. Moi, j'avais quitté le salariat quand je bossais dans les mines d'or pour pouvoir être libre, pour ne pas avoir à subir les bonnes volontés d'un patron, de ne pas avoir de RH, de ne pas avoir de manager. Et au final, je me suis retrouvé où c'était moi, mon pire patron, mon pire RH, mon pire manager, le pire payeur aussi. En fait, je me suis créé vraiment cette prison dorée. J'avais l'impression d'être tiraillé de tous les côtés et de ne pas pouvoir bouger, en fait, d'être vraiment bloqué et de me sentir comme un con à me dire attends, c'est moi qui ai créé ça, je peux pas le quitter d'un coup comme ça. Les gens me font confiance, j'ai bâti cette relation pendant des années avec certains d'entre eux. Mais si vous vous sentez forcé de bosser pour payer votre équipe, vous vous sentez pas libre en fait. Vous êtes juste employé de votre business. Et donc la liberté, selon ma définition, c'est pas d'avoir forcément une équipe qui bosse à ta place, mais c'est de pouvoir bosser dur quand toi t'as envie, quand toi tu veux, et quand tu veux te relâcher, YOLO, tu t'en bats les couilles, tu pars en vacances et personne te fait chier. Je pense que c'est ça la liberté et le bonheur, c'est vraiment si tu veux charbonner, tu charbonnes et tu peux te donner à 200% et il n'y a pas de problème, vas-y à fond, il n'y a pas de problème. Ou si tu veux être vraiment chill et kiffer la vie, tu peux le faire. Ce qui est marrant, c'est que quand tu as la liberté de pouvoir faire ce que tu veux, c'est là où tu travailles le plus. Moi, par exemple, là, depuis le moment où j'avais pris la décision où j'allais arrêter avec l'équipe, je me suis senti une liberté, je me suis senti pousser des ailes, j'avais plein d'idées, plein d'inspiration. J'avais l'impression que j'étais inarrêtable et autant juste avant que quand j'avais l'équipe, j'avais l'impression
qu'il fallait que je prenne des vacances, je me sentais fatigué, que j'étais pas hyper bien, pas dans mon assiette et vraiment avec une charge énorme sur les épaules. Autant depuis que j'ai décidé d'arrêter avec eux, j'ai l'impression que j'ai une énergie inarrêtable, que j'ai plein de créativité, que je peux faire ce que je veux, que si je veux partir en vacances, je pars en vacances, mais en même temps, si je veux travailler, je peux travailler. Alors que quand tu démarres le mois avec 3, 4, 5 ou 6 salaires à payer le premier du mois, là, t'as pas vraiment le choix. Tu sais que tu dois charbonner jusqu'à ce que tu débloques le truc. Et tous les mois, tu répètes le même truc. J'ai l'impression d'être dans le film de Charlie Chaplin où il est à la chaîne comme ça, il peut pas s'arrêter et dès qu'il s'arrête, il doit rattraper tout son retard, etc. Donc là, je me suis dit, j'ai pas le choix. Il faut que je prenne une décision hardcore. Si on veut faire des changements extrêmes dans sa vie, on est obligé de prendre des décisions extrêmes. Une phrase que j'aime bien, c'est choix facile, vie difficile, choix difficile, vie facile. Si vous prenez toujours des choix faciles, à la fin, vous aurez une vie difficile. Par exemple, vous avez envie de manger un truc, vous avez la flemme de cuisiner, vous allez commander un burger. Vous allez vous faire kiffer pendant un instant, mais dans 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, vous risquez d'être gros, malade, fatigué. Et donc j'ai pris cette décision courageuse, qui était vraiment une décision pas facile, d'annoncer à l'équipe que on allait arrêter. Et d'ailleurs, si j'ai pris cette décision-là à ce moment-là, c'est pas un hasard, c'est que justement je commençais à tâter pas mal sur Claude Code depuis 3 à 6 mois et que je commençais à voir des possibilités que j'aurais jamais imaginées avant, que je me suis rendu compte que justement il y a des tâches que je demandais à mon équipe de faire, qu'au final je pouvais faire avec l'IA beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement et avec des résultats qui étaient parfois beaucoup mieux. Je vous expliquerai les tâches et comment j'ai fait. Du coup, j'ai viré mon équipe, mais comment est-ce que j'ai fait? Comment est-ce que Claude peut faire le boulot? Et justement, je vais vous montrer, je vais vous expliquer comment j'ai fait. J'ai appliqué la méthode que Dan Martel appelle la buyback loop. Donc c'est 3 étapes en fait. C'est d'abord d'auditer toutes vos tâches, de les transférer et de remplir après. Donc la première étape, c'est d'auditer. Et donc au moment où j'ai décidé de faire ça, j'ai pris la liste de tout ce que mon équipe faisait. J'ai essayé de noter chaque personne. Ok, toi tu fais telle tâche, telle tâche, telle tâche, telle tâche. Telle personne, il monte les vidéos, il les upload, il fait les titres, il fait les machins, etc. Et j'ai tout découpé comme ça. Et ensuite, j'ai vu avec Claude qu'est-ce que je peux automatiser, qu'est-ce que je peux faire avec des IA, qu'est-ce qui est automatisable aujourd'hui. Et au final, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de choses automatisables que ce que j'imaginais. J'ai pris la liste complète, ok, les tâches par heure, j'ai demandé à chacun qu'est-ce que vous faites de manière ultra précise, c'est quoi les tâches, etc. Ensuite, j'ai pris toutes ces tâches et je les ai placées dans ce que j'appelle le cadran de la valeur. Donc, c'est un cadran avec sur 2 axes. D'un côté, il y a l'énergie, soit c'est positif, soit c'est négatif. Donc, c'est quelque chose qui vous donne de l'énergie et vous kiffez trop, soit ça vous prend de l'énergie. Et ensuite, il y a le retour financier. Donc, soit ça vous fait gagner de l'argent, soit il n'y a pas de gain spécifique. Et donc, ça vous aide à déterminer qu'est-ce que vous devez prioriser, déléguer, éliminer ou faire. Donc si on regarde dans le cadran supérieur droit, c'est tout ce que vous gardez, c'est les tâches qui génèrent beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie. C'est ce que vous kiffez le plus faire, donc ça vous le gardez pour vous, vous ne le déléguez pas absolument. Ensuite, il y a le cadran supérieur gauche, donc ça c'est les tâches qui sont rentables mais qui vous prennent beaucoup d'énergie. Pour ma part par exemple c'est de la prospection, je déteste le faire, je trouve ça hyper chiant. Et bien ça je peux le déléguer ou je peux l'automatiser. Et donc ça on peut se dire, bon ça vu que ça me prend de l'énergie, que j'aime pas le faire, mais que ça me fait gagner de l'argent, voir comment est-ce que je peux l'automatiser avec l'IA. Ensuite, en bas, on a 2 choses. On a qui donne de l'énergie mais qui n'est pas rentable. Donc ça, c'est des trucs qui vous font kiffer. Par exemple, moi, c'est jouer de la guitare, passer du temps avec mes amis, même tourner des épisodes de podcast, je kiffe ça. Ça me fait pas gagner de l'argent à court terme, mais c'est un truc que j'adore faire. Donc ça, je garde ces tâches-là également. Et en bas à gauche, on a tout ce qu'il faut absolument éliminer ou déléguer ou automatiser. C'est des tâches qui vous prennent de l'énergie, qui sont pas rentables et qui, donc en gros, qui servent à rien. Donc ça, de préférence, on les élimine, on essaie de pas les faire. Mais après, il y a des tâches qui vous prennent de l'énergie, qui sont pas rentables, mais qu'il faut absolument faire, genre de l'administratif. Ça, on peut l'automatiser, par exemple. De faire des relances de paiement ou ce genre de choses, ça, c'est super chiant. On peut l'automatiser avec Claude, avec l'IA, etc. Donc là, on a fait la première étape de l'audit. On a pris toutes nos tâches, on les a listées, on les a mis dans ces cadrans-là. La deuxième étape, ensuite, c'est de transférer. Donc là, j'ai divisé ça en plusieurs tâches. Donc on va voir, par exemple, pour le rôle du setter, donc la personne qui va envoyer des messages pour générer des appels. À un moment, j'ai payé jusqu'à 2 salaires pour ça, 2 personnes à temps plein pour pouvoir envoyer des DM. Ça consiste à faire des relances dans le CRM, de nurturer les gens qui ne sont pas closés, de leur envoyer des ressources au fur et à mesure, de trier les leads. Et donc, j'ai une automatisation pour nurturer les gens froids. Donc, il va retrouver des prospects froids dans mon CRM. Il va me dire, voilà, par rapport à telle personne, par rapport à son blocage, je pense que le mieux, ce serait que tu regardes cette vidéo. Et là, je peux la relancer juste pour lui rappeler que j'existe. Ou là, une autre personne, ça serait bien que tu regardes cette vidéo qui pourrait t'aider par rapport à ta situation, te débloquer, pour nurturer des prospects non closés.
Et donc là, si je lui dis envoie le message là directement, il va pouvoir l'envoyer directement par email, par WhatsApp, par SMS à la personne, tout simplement parce qu'il a des connecteurs ici. Et donc là, c'est connecté directement à mon CRM, à mon Google Drive. Je peux mettre d'autres connecteurs par rapport à d'autres choses pour avoir tout centralisé à partir de Claude. Un autre exemple, toutes les semaines, je me fais une sorte de compte rendu en fait de mon CRM, voir un petit peu où en sont les gens et de me proposer des relances ou de me proposer des actions à faire pour pouvoir nettoyer mon CRM. Ce que j'appelle la technique du feu de camp, c'est qu'à chaque fois qu'on passe quelque part, on essaye de nettoyer un petit peu plus pour que la prochaine fois qu'on vient, ce soit un peu plus clean. Ensuite, pour Instagram, j'utilise aussi un outil qui me permet de faire le suivi des leads sur Instagram. Ça envoie les messages automatiquement. Donc là, par exemple, depuis quelques jours, il a contacté 25 personnes. Il a eu 16 vraies conversations. Il y en a 11 qui ont été qualifiées. Et il y a 3 personnes qui ont été bookées. Donc ce qui est génial avec cet outil-là, c'est vraiment que ça tourne même quand je suis en train de dormir. Et la différence, c'est que c'est un outil qui a un prix fixe, qui se met pas en arrêt maladie, qui arrête pas de bosser du jour au lendemain, qui pète pas un câble ou quoi que ce soit. C'est vachement moins de friction que de devoir payer quelqu'un. Il prend en compte les messages sur Instagram, sur WhatsApp. Il peut bosser H24 et ce qui est super important quand on fait de la prospection du setting, c'est le fait d'être rapide, d'envoyer des messages le plus rapidement possible, de répondre à la personne le plus rapidement possible. Alors, si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez jamais généré des conversations à la main, l'outil sera complètement inutile pour vous parce que il faut d'abord déjà maîtriser la prospection et puis il faut d'abord valider son offre, sinon ça ne fonctionnera pas. Mais une fois que vous savez faire ça, ensuite ça c'est juste un accélérateur en fait. C'est comme si vous essayez de mettre de l'huile sur un feu qui est éteint, ça va pas fonctionner, le feu va rester éteint. Par contre, si vous avez déjà une jolie petite flamme et que ça commence à bien fonctionner, mais que vous avez la flemme de devoir vous occuper de gérer ça H24, là vous mettez du gaz et hop, ça explose en fait. Ensuite, troisième outil, en plus de Claude Code, moi j'utilise Stella maintenant pour filmer les vidéos. C'est avec ça que je suis en train de filmer la vidéo. Et en fait, ce qui est vachement bien, c'est qu'il y a une IA qui est intégrée à l'intérieur et qui va faire 90% du montage. Il va couper automatiquement les erreurs, les silences, les répétitions. Et ça me fait gagner un temps fou. Et vous savez, le montage complexe à la MrBeast, en fait, c'est très bien pour les divertissements, mais c'est pas ce qui convertit le plus en 2026. Ce qui marche le mieux en termes de high ticket pour créer de la confiance, c'est d'avoir le montage le plus simple possible, avec un ton naturel, d'avoir un truc qui est pas trop monté, pas trop forcé, où il n'y a pas besoin. En fait, c'est le fond de la vidéo qui est le plus important. Et donc aujourd'hui, juste avec ce genre d'outil, on peut couper les silences, on peut couper les répétitions, etc. Il n'y a pas besoin d'avoir des b-rolls de psychopathes. Là, juste avec ça, je peux faire une vidéo qui est très bien avec ça. Ça c'est monté en moins d'1 heure. Donc moi, mon monteur, je le payais jusqu'à 2 000 € par mois. Donc là, ça fait quand même 24 000 € économisés par an juste sur ce poste-là. Et sur des postes un peu plus opérationnels, il y avait certaines tâches que je faisais de manière récurrente. Sauf que maintenant, il y a des tâches qu'on peut vraiment automatiser à fond, qu'on peut vraiment tout faire avec l'IA. Par exemple, des posts sur Instagram, là, je prends directement des phrases, je peux les faire directement sur Claude Design. Je peux faire tous mes designs directement sur Claude Design, ça me fait gagner énormément de temps. Si je me rends compte que j'ai une tâche que je fais régulièrement, qui est récurrente et qui est un peu chiante, mais par exemple, créer une automatisation sur Make. Make, pour ceux qui ne savent pas, c'est un outil d'automatisation qui permet de pouvoir tout automatiser dans un business. Et il est connecté à ça. C'est un truc de fou. Et je dis, voilà, je voudrais faire le suivi de mes concurrents sur YouTube. Aide-moi à créer une automatisation sur Make qui me permet de le faire automatiquement chaque semaine. Tac, je lance la commande. Il est connecté à Make. Il va pouvoir me créer l'automatisation. Et hop, en quelques clics, il maîtrise totalement Make parce qu'en fait, il a tous les connecteurs, il a tout le bordel. Donc, il est connecté à Notion. Il est connecté à mon YouTube. Il a toute ma chaîne YouTube. Il a toutes les datas. C'est un truc de fou. Donc avant, des tâches qui me prenaient peut-être 3 heures, je peux les faire en 10 minutes, je peux vraiment tout compresser, ça me prend très très peu de temps. Et donc la troisième étape, c'est de remplir. Par quoi est-ce que je vais remplacer les tâches où j'ai plus de temps qu'avant? Et je vais me poser la question, qu'est-ce qui moi me fait kiffer? Où est-ce que j'ai le plus de valeur ajoutée? Et dans mon agenda, j'ai envie que uniquement, il y ait uniquement les priorités, les trucs qui sont les plus importants pour moi, pour mon business. Donc uniquement les trucs qui vont faire le plus grandir mon business, c'est quoi? C'est de faire du closing, donc des appels avec des gens, et de faire du contenu, c'est ça qui va me permettre d'attirer plus de gens. La prospection pour m'assurer que le CRM soit à jour, etc. Après le reste, l'IA s'en occupe. Et donc juste pour que vous voyez bien les chiffres, aujourd'hui Claude, vous pouvez avoir ça pour 17 $ à l'année, mais si vous prenez au mois, c'est 20 $. Et moi je suis sur le plan max à 100 $, donc ça me coûte 100 balles par mois, 85 € environ. C'est l'équivalent d'une équipe qui me coûtait 7 000 €, bien sûr, j'ai pas 100% des avantages, il y a peut-être 80 ou 90% du boulot. Ça me fait économiser plus de 80 000 € par an. Sur certaines choses, c'est un tout petit peu moins bon, mais sur beaucoup de choses, c'est beaucoup plus efficace. Par exemple, le setting, c'est super difficile comme métier. De devoir passer sa vie à envoyer des messages, que ce soit le samedi soir, le dimanche soir. Une IA, elle s'en bat les couilles. Elle peut faire ça du matin au soir et ça va rien lui changer dans sa vie. C'est son boulot, elle est faite pour ça, elle tombe pas malade. Alors que du setting, c'est un métier très difficile en fait. Maintenant, vous allez peut-être me dire, mais oui, mais du coup, tu as automatisé tout ton business, est-ce que tu as automatisé ta relation avec tes clients? Là, on touche à un point qui est un peu plus important dans cette vidéo. Je pense qu'il y a certaines choses qui ne devraient pas être automatisées.
Quand des clients achètent une offre premium, ils veulent pas être remplacer la relation par un chatbot. Sinon, il suffit de parler à ChatGPT et à Claude et ça revient même. En fait, ce qui reste 100% humain, et je pense que c'est primordial, c'est vraiment le suivi des clients, les appels de coaching, la relation premium, le fait d'avoir de l'accountability, donc d'avoir un suivi. Cette semaine, tu dois faire ça, la semaine prochaine, tu dois faire ça, etc. Et ça crée une petite pression sociale qui fait que la personne, elle a envie de passer à l'action la semaine suivante, de faire les actions qu'elle doit faire. Parce que si elle doit juste se tenir accountable toute seule face à une IA, c'est beaucoup plus difficile. Sinon, encore une fois, tout le monde le ferait, mais malheureusement, c'est pas le cas. Pareil, des décisions stratégiques, combien de fois l'IA m'a dit des trucs complètement teubés. Parce qu'en fait, elle se base sur tout ce que la population connaît, etc. Sauf que ce que la population générale du monde connaît, il y a beaucoup de bullshit et il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Autant 90% des choses ou 95% des choses peuvent être automatisées dans un business, autant pour moi, un suivi premium, une offre premium qualitative qui apporte de la vraie valeur, si c'est un coaching à plusieurs milliers d'euros, ça ne peut pas être un chatbot. La vraie valeur, c'est aussi dans la connexion humaine. Et l'IA, elle ne peut pas tout faire, elle ne peut pas être présente émotionnellement quand quelqu'un a un blocage. Mais il y a quand même un petit truc que j'ai automatisé pour quand même faciliter le suivi des clients. Nous, on a un suivi hebdomadaire, parfois quotidien pour certains clients. Et en fait, Claude m'envoie une alerte sur Slack ou me fait un email s'il y a un client qui ne progresse plus, qui est bloqué dans le programme. Parfois, c'est difficile de cerner certains patterns quand quelqu'un est bloqué. Et donc, nous, ça nous fait une alerte rouge. Donc, l'humain, c'est l'humain qui va gérer le problème et qui va débloquer ça. Mais c'est l'IA qui va augmenter, qui va pouvoir détecter certains blocages. Qu'est-ce que ça a changé pour moi dans ma vie et dans mon business? D'automatiser tout ça, de virer mon équipe. Bon, si on parle des économies, c'est 7 000 € par mois d'économiser, ce qui représente 84 000 € par an de profit. C'est non négligeable, c'est énorme en fait, 84 000 € par an dans votre poche en fait. Et le plus important, je pense pour moi, c'est vraiment le truc qui était le plus fatigant et qui, là, je me sens le plus libéré. C'est vraiment ma charge mentale qui a été divisée par 10. Je me sens tellement libre, tellement plus serein. J'ai l'impression que je suis tellement libre. Là, c'est tellement agréable. Vous n'imaginez même pas. Je vous souhaite d'avoir juste le sentiment de relaxation que j'ai là, mais pas toutes les galères d'avant. Mais malheureusement, c'est quand on se prend des échecs dans la gueule que c'est comme ça qu'on apprend. Là, je vois qu'on peut refaire du profit, que le business, il peut revivre aussi. Je sens aussi que je suis beaucoup plus libre de prendre des décisions importantes, de faire des virages quand j'ai besoin de les faire, sans avoir besoin de consulter 4 ou 5 ou 6 personnes. Et que je peux le faire sans avoir besoin de penser à tous les salaires du premier du mois, parce que c'est à chaque fois, je me disais, bon, il faut que je paye les salaires et ensuite on verra pour le reste. Je peux pivoter comme je veux, je peux tester des trucs, je peux me planter. Je suis beaucoup plus excité, en fait, j'ai l'impression de retrouver ma joie de faire ce que je fais à la base. C'est ça le truc le plus important, je pense. Parce que quand on a l'énergie et qu'on a la bonne vibe, en fait, on peut tout accomplir. Alors que quand on est écrasé sous le poids des responsabilités, on se sent juste comme une merde, on n'a plus aucune motivation. Alors que là, c'est tout le contraire. Et donc, en termes de chiffres de dépenses, là, en ce moment, je suis à 100 € par mois. Du coup, il y a quelques outils que je paye en autres, mais c'est pas non plus des sommes mirobolantes. En tout cas, on est à moins de 1 000 € par mois pour les outils. Donc voilà, pour moi, il y aura deux types d'entrepreneurs. Il y a ceux qui vont vouloir rester avec leurs anciennes valeurs en mode on est des entrepreneurs, on n'a pas besoin de l'IA, etc. Et franchement, c'est un positionnement. Si vous décidez de garder l'IA, de ne pas utiliser l'IA, dites-le partout, dites-le sur votre bannière, mettez je suis anti-IA, ça peut être un positionnement, peut-être une manière de se différencier. Par exemple, Antoine BM, il dit ça dans sa manière d'écrire des vidéos YouTube, moi je le fais sans IA, ça c'est sa méthode, pourquoi pas, ça permet de se différencier et je trouve ça intéressant. Par contre, si vous n'utilisez pas l'IA, que vous vous y mettez pas à fond, vous pouvez être sûr qu'il y a des centaines, voire des milliers de business qui vont soit jamais voir le jour, soit qui vont dépérir parce qu'il y en a qui vont prendre les devants avec l'IA, qui vont pouvoir tout automatiser et qui vont se retrouver 10 000 km devant vous et il n'y aura plus de place pour ceux qui décideront de prendre le temps avec l'IA. Donc aujourd'hui, l'IA, c'est pas une option, c'est soit vous y allez à 2000%, vous vous mettez à fond, vous apprenez tout ce qu'il y a à apprendre sur le sujet parce que de toute façon, là, on est sur une révolution interplanétaire où il faut absolument se mettre sur ce truc-là avant qu'il soit trop tard. Et je pèse mes mots. Soit vous décidez que c'est pas pour vous et c'est totalement ok, mais par contre, mettez-le en avant, utilisez-le dans votre personal branding, dites-le, moi je suis anti-IA et c'est totalement ok, mais faites pas de trucs entre les deux où vous êtes en mode je mets un orteil mais pas trop, etc. Allez-y à fond ou pas du tout, ça serait ma plus grande recommandation. Maintenant, si vous êtes encore là, je pense que Claude Code, Claude et tout ça, ça vous intrigue, ça vous intéresse, ça vous a parlé, en tout cas j'espère. Et vous vous dites sûrement, mais comment est-ce que moi j'applique vraiment ces concepts dans ma vie ? Concrètement, si vous n'utilisez pas l'IA, c'est comme si vous poussiez une charrette avec des roues carrées pendant qu'il y a des roues rondes qui ont été inventées juste à côté. Donc pour vous aider à vous libérer plus de temps, à faire exploser votre productivité, j'organise le 30 mai un atelier en ligne qui est 100% pratique, qui est justement sur le thème de comment créer votre premier assistant IA avec Claude Code pour pouvoir soit créer votre équipe IA, soit pour pouvoir remplacer et virer votre équipe si vous êtes dans la même situation que moi.
Ce sera un atelier en direct où je vais partager mon écran, je vais vous montrer mes propres requêtes, mes propres prompts. On va construire l'agent de A à Z. Donc si vous vous dites, bah moi je suis pas un développeur, vous inquiétez pas. Moi-même, je ne suis pas développeur. Pourtant, j'ai créé une 50aine d'agents IA qui m'aident dans mon business à tout accélérer et à remplacer mon équipe. Et j'ai pas besoin de savoir coder. Je vais vous donner tous mes templates, exactement tout ce que vous avez besoin de savoir. Vous pourrez simplement le copier-coller. Mais par contre, comme on va vraiment mettre les mains dans le cambouis et que je vais répondre à toutes vos questions en direct, je ne peux pas prendre un nombre illimité de personnes. Donc je limite le nombre de places à 30 places maximum. Je vous mets le lien dans la description. On se retrouve le 30 mai de l'autre côté. Et si cette vidéo vous a fait réfléchir, partagez-la à un entrepreneur que vous connaissez qui est en train potentiellement de se ruiner avec son équipe. Vous lui rendrez service. Je vous dis à très vite. C'était Tony. Ciao.